La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui n'ouvre pas de cartes Pokémon, mais qui pourrait lire les BD à l'occasion. Tout ça parce qu'on n'a pas eu le temps. Coucou les gens, sachez que nous ne sommes pas à l'abri, effectivement. Grâce à ma fille, j'ai un bel album de la bande dessinée Pokémon. Et un jour, peut-être que je le glisserai dans une des piles de lecture. Mais un jour, peut-être que tu glisseras dessus. Oui, mais j'ai de la chance. Vous me mettez tellement de trucs qui ont l'air sympas dans ma pile de lecture qu'il y a peu de chances que je lise le truc Pokémon, même si peut-être c'est bien. J'en sais rien. Bon alors, Pierrick, On a le titre de l'émission là, c'est bon. Tu viens de parler de Pokémon, donc un jour tu seras le meilleur dresseur. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est... Voilà. Ah oui, donc pour cette deuxième émission, nous sommes de retour. Pour jouer des mauvais tours. Voilà. C'est ça. On est vraiment pile poil. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on est fort. Bref, je suis One Pied. Je suis accompagné de Thio. Salut Thio, comment vas-tu? Es-tu un bon dresseur? Bah oui, je les ai tous attrapés. Oui. Tous mes tests sont positifs, c'est bon. Voilà. C'est dégueulasse, on est d'accord. Celui qui dresse mieux que les autres, c'est Isaac. Salut Isaac. bonsoir, depuis tout petit. Mais coucou Cobal, on est content que tu arrives juste à ce moment-là. Tu es arrivé pile poil là. Voilà, et Guillaume est avec nous et je ne saurais que dire. Parce que je ne connais pas encore depuis assez longtemps pour oser faire des commentaires. Putain, j'ai laissé le dictateur. C'est un bord noir, c'est un bord noir. Ok, bonjour. Aujourd'hui, au programme de cette émission, nous allons chroniquer 4 bandes dessinées. Nous allons vous parler de La République du Crâne, de Edgar P. Jacobs. Clin d'œil à Cobal, ce n'est pas du Black et Mortimer, c'est une bande dessinée sur Edgar P. Jacobs. Nous enchaînerons avec le tome 28 de Jérôme K. Jérôme Bloch qui s'appelle Et pour le pire. Et on finira par le tome 3 de Stern. C'est la dîme de la personne qui n'a pas de micro, elle paye sa place maintenant. Je te dis ça comme ça en pleine émission. C'est... Et sinon, demain soir, tu veux manger nos omelettes à la courgette ou pas? Non, est-ce qu'on peut faire ça? Et on finira par un petit online, un œil sûr que nous. Un œil sûr, absolument. J'ai oublié de changer le titre dans le conducteur, que nous a concocté notre cher Isaac, qui est prêt, Absolument. qui est à fond, ready, qui est à steady, go. donf. Et on est tellement à donf qu'on peut enchaîner tout de suite et on dit merci aux gens qui sont avec moi, nous. sur le live. non, stop, on arrête tout. Oui. Tu n'as pas dit coucou les gens. Si, je l'ai dit. Tu n'as pas dit coucou les gens. Ah merde, coucou les gens alors. Je crois qu'il faut Et donc tout coucou commencer. les gens, nous ne sommes pas à l'endroit où on fait de la SMR dans un hot tube. On va commencer par La République du Crâne. Donc Guillaume va nous parler. Toi, t'es lancé vraiment à chaud là. Oui. Alors, La Oui. République du Crâne, Ouah. une BD de Bruja, ça se prononce Bruja, et Touloa. Comme quoi, j'ai Bruja. vachement bien travaillé mon truc. Bruja, ça se prononce Bruja ou... Brujas. Brujas. La République du Crâne. BD de pirate. Voilà, comme ça on pose le contexte tout de suite, direct, c'est sympa. Voilà. Mais Si y a- vous y aimez a- pas y a les pirates, d'autres trucs- passez votre chemin Il y a direct. d'autres trucs à dire ou On va dire que oui. Non, plaisanterie mise à part. C'était juste pour poser le thème. C'est de la BD de pirate. Si vous aimez pas le thème, ça ne sert à rien de l'ouvrir, ça va pas vraiment vous intéresser. Mais on est sur un dessin, je dirais, à tendance plutôt classique, franco-belge, qui fonctionne bien. Moi, j'aime bien ce genre de dessin. C'est toujours plaisant. Et une histoire... oui, pardon. Hop, j'ai oublié. Elle s'était éteinte. Et une histoire plutôt sympathique qui a déjà été visitée dans le thème du pirate, mais qui est plutôt bien fait. Donc le principe est simple, vous avez un capitaine très charismatique, c'est lui, beau parleur, il est beau. Et il est beau. C'est un poseur aussi. Il a les cheveux blancs comme tous les héros. Bon escrimeur, bref, un capitaine qui en jette sans, À la mer. sans pour autant être le capitaine qui peut survivre tout seul en mer, s'il a toujours besoin de son bon second qui lui est capable de bien gérer les hommes. Est-ce qu'il est bon en duel d'insultes? Aussi. Bref, voilà. Ça a quelque chose d'assez caricatural, mais dans le bon sens du terme. Si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je veux totalement. Et, ensuite, ben voilà, donc j'ai du mal à la pitcher en fait. Mais comment dire, donc ce capitaine est là, son second est là pour l'aider. Lui, il fait rêver, il fait rêver l'équipage et il met le baume au cœur. Et l'autre, il gère tout ça derrière. Et ils vont se retrouver. Il y en a un qui parle et un qui bosse, quoi. C'est ça. Et donc ils vont se retrouver confrontés à la marine classique, sauf qu'ils vont gagner cette bataille et hériter d'un superbe bâtiment. Et donc là, en fait, ils sont peut-être un peu trop petits pour gérer 2 bâtiments. Et va se poser la question de faire une alliance de pirates pour pouvoir garder les 2 bâtiments parce que c'est classe. Puis finalement, ils vont en libérer d'autres et puis des esclaves. Et puis va se poser la question à un moment donné, comme tout pirate est pris de liberté, puisque c'est ce genre de pirate, peut-être qu'on pourrait se faire autre chose que simplement la mer, d'autant qu'on commence à nous rechercher un peu de partout. Et donc va se poser le problème d'essayer de créer une république, puisque les pirates sont les premiers démocrates du monde apparemment. Et donc tous les problèmes que ça va poser, de la petite politique, ça vole pas très très haut, mais c'est de la petite politique quand même, à surtout tout un tas de problèmes logistiques et ethniques, etc. C'est plutôt sympa, ça lève tout un tas de sujets qui sont entre guillemets encore d'actualité, puisque on a tous les problèmes de discrimination et autres. Et un très bon moment. J'ai passé vraiment un très très bon moment à lire cette BD. J'ai trouvé ça très sympathique. Mais après, c'est un peu difficile de le décrire parce que c'est pas juste de la BD aventure pirate. Ça va un petit peu plus loin que ça. Voilà. Je vais demander son avis à notre spécialiste du pull rayé, Thio. Je sais que tu es particulièrement touché par les histoires de pirates en général. Et je pense que tu es le meilleur d'entre nous pour en rajouter une couche. J'ai cru que tu allais parler de Jean-Paul Gaultier. Peut-être aussi, je sais pas, je l'ai jamais demandé. Pourquoi pas. Ok. Faut rester open. Faut essayer. Alors donc c'est l'histoire de Jean-Paul, qui était donc un peu un pirate de la mode. Et après il a commencé à se lancer aussi dans le parfum. Reviens dans le sujet, je pense. Ah pardon. En fait moi déjà quand tu as proposé ce bouquin, Guillaume, moi déjà je suis allé dessus parce que voilà c'était Brujas et Toulouse, c'est les gens qui avaient fait Bloc 109 et ça j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Le dessin de Toulouse a quand même bien progressé, je trouve. Bon, on l'avait déjà dit sur sa BD précédente. Ouais, voilà. Non, mais oui, mais sauf que voilà, tu vois, il dessine et plus il dessine et mieux c'est. Et déjà, voilà, c'est bien. Vivement le suivant. Vivement le suivant. C'était un bon niveau, quoi. Ah oui, non, mais justement. Après, moi, ouais, le scénario, je suis d'accord avec toi, c'est assez dur à pitcher en fait, parce qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire. T'as déjà l'histoire de la piraterie. Voilà, sans spoiler, tu as déjà l'histoire de la piraterie en elle-même, c'est-à-dire donc les pirates qui étaient d'abord acceptés par les nations, puis ensuite qui ont été mis au banc, puis ensuite chassés parce que il fallait quand même se racheter un peu de virginité pour certains États, qui avaient bien encouragé la flibusterie, quoi. Et ensuite, tu as aussi la société pirate, alors, qui est un peu idéalisée, mais là du coup, je te laisserai en parler parce que c'est un peu ton sujet, Lictator. On en a déjà parlé en marchant. Cette société pirate, voilà, qui est idéalisée, on va dire, pour beaucoup, mais qui, c'est vrai, par bien des aspects, a quand même essayé de créer une sorte de société utopique à l'époque, qui n'était pas parfaite, ça c'est sûr, mais qui avait quand même beaucoup de qualité. Et c'est ce côté de liberté qui est recherché par justement les pirates et qu'on retrouve dans la République du Crâne. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est une illustration et une version de ce qu'on peut idéaliser de cette société utopique que voulait créer la flibusterie. Moi, c'est un bon bouquin, en tout cas, je me suis régalé. Maintenant, je te laisse, peut-être, non. Ah non, vas-y. Ouais, je te laisserai le mot de la fin, Pied. Moi, ce qui m'a plu dans ce bouquin, au-delà du fait que ça parle de mer, de bateaux, de pirates, et où ça sent bon la poudre à canon et la liberté, c'est qu'il y a toute une mise en place politique très idéalisée, comme vous l'avez dit, mais où on essaye de rappeler, et c'est ce qui se passe tout au long du bouquin, et surtout à la fin, ils reviennent à leurs fondamentaux, ils savent très bien, et c'est une tristesse absolue, que leur idéal ne peut être qu'utopique.
et qu'in fine, ils vont se faire rattraper par la société parce que la société est plus forte, est plus puissante, est plus nombreuse, est plus grande. Et quel que soit l'endroit du monde où ils vont fuir, ils savent très bien que ça ne peut se terminer que dans la mort. Et donc, il ne peut y avoir qu'une fuite en avant, en essayant de manière désespérée de construire cette utopique libertaire, mais en gardant à l'esprit que de toute façon, c'est un combat perdu d'avance, et que d'une certaine façon, la méchante société ne pourra que les rattraper et finalement les écraser. Et c'est en filigrane à certains moments, c'est hurlé à d'autres moments. C'est beau, c'est politique, c'est revendicatif, et en même temps, c'est extrêmement triste. Voilà, la préface pose clairement les revendications politiques gauchistes, extrémistes, libertaires, révolutionnaires. Je rappelle que c'est extrémiste, mais oui. Des auteurs. La postface est beaucoup plus ancrée dans l'historique avec des éléments qui sont plus posés par des écrits, par des études d'historiens. Mais tout ça tend de toute façon vers la même chose. Cette espèce d'idéal de liberté de pirates qui voulaient simplement changer de maître et choisir leur maître ne pouvait être que voué à l'échec au final. Et donc leur victoire, elle n'a qu'une durée de vie. Voilà. Elle ne peut exister que pendant un certain nombre de jours, de mois, d'années. Ils savent très bien que ça ne perdurera pas. Mais c'est pas grave, ils mènent quand même ce combat-là. Pour moi, c'est une BD qui a le cul entre deux chaises. Et en fait, les deux chaises, c'est la chaise de la préface et la chaise de la postface. Totalement. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une sorte de revendication et de vouloir s'approprier toute l'idéologie pirate comme une idéologie proche gilet jaune, proche revendicatrice, de redonner le pouvoir au peuple, au commun, etc., qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais qui me semble une vision un peu trop idéalisée de la piraterie. Puis on a une BD qui est une très belle BD d'aventure qui pose plein de questions très intéressantes justement sur jusqu'où vont les libertés. Une BD qui m'a fait très peur au début, parce que j'avoue que quand j'ai vu ce capitaine qui en jetait, etc., je me suis dit non mais c'est quoi ce cliché à 2 balles. Et là je me rends compte que non mais c'est intéressant parce que c'est contrebalancé par cet autre. C'est un cliché voulu. Voilà, c'est un cliché qui est volontairement mis en forme et pour le coup franchement j'étais ravi, quoi. Mais d'ailleurs, même le personnage l'assume. Oui, le personnage l'assume lui-même. C'est très bien réussi. Et puis il y a cette postface qui me dit bon, c'est bien sympa de ces histoires, mais on va vous parler un peu de piraterie d'un point de vue historique, pour de vrai, en disant ouais, ils avaient ces idées-là. Ouais, enfin bon, c'était quand même pas des tendres, quoi. Hein. Ça restait des bons gros pirates et fallait pas les faire chier non plus, quoi. Disons que par rapport aux idéologies qui sont dites dans la préface, il y a un petit, tu vois, entre deux. Et c'est là ça où je trouve très fort, c'est que malgré les revendications politiques des auteurs qui sont clairement affichées dès le départ, malgré la réalité historique qui est annoncée à la fin, et j'imagine que les auteurs ont validé le fait que ces articles soient publiés, à moins qu'ils n'aient pas eu le choix, que c'est leur éditeur qui a dit on met ça parce que franchement vous y allez trop fort les mecs, j'en sais rien. Je trouve qu'il y a un entre-deux autour de cette BD qui fait une bonne BD historique, qui nous présente un mode de vie qui est intéressant, une bonne BD d'aventure, et une BD de pirate, quoi. Oui, et puis on a introduit à l'intérieur aussi des éléments où on sait que ça va être quelque chose qui va venir dynamiter un petit peu tout ça, la présence de la reine Mariam. Je n'ai pas à dire plus que ça. On sait que on peut le dire, ils vont sauver un bateau où il y a une femme qui est, enfin une matriarche qui domine noire, voilà, qui pose de grosses questions parce que elle, en gros, elle est très tribale dans son approche et qu'autant dire que c'est la chef, quoi. Et c'est le coin qui va peut-être faire exploser l'unité du groupe. Voilà. Bref, pour moi, c'est une franche réussite. À titre personnel, je lui mettrai volontiers un coup de cœur, notamment grâce à sa pré- et sa postface. Pas que grâce au récit, pas que grâce au travail de la couleur, pas que grâce au cadrage qui sont vraiment cinématographiques au possible. C'est beau, c'est réussi, c'est intéressant. Soit on lit le côté que aventureux, soit on a envie de s'intéresser de manière un petit peu plus profonde aux thématiques qui sont abordées et ça permet d'aller un peu plus loin. Pour moi, c'est une franche réussite. Je validerais plutôt le coup de cœur, justement, parce que ça réussit à avoir entre la volonté politique des auteurs et
la réalité du récit et du récit aventureux. Je trouve qu'il y a un très bel équilibre et que quoi qu'il arrive, ça fait se poser des questions. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde suivra. Guillaume ? Oui, moi je suis pour aussi. Thio, je tiens à te poser la question pour une fois. Alors, il y a du suspense. Mathieu qui a la clé C'est ça. sur un bouquin de pirate. Ouais, pour mettre Et de un coup marin. cœur ou pas. Et de marin, pour mettre un coup de cœur ou pas. Oh, quel suspense! Eh bien, il va dire non. En fait, non, il n'y a pas Jean-Paul Gaultier dedans. Je suis un peu déçu, quoi. Et voilà. Donc, voilà. Non, mais si. Tu sais, parce que c'est Toulouse, c'est pour ça. Ouais, je crois qu'ils ont eu une BD qui a pas eu un coup de cœur. La deuxième, peut-être, c'était quoi la deuxième déjà? Tu vois, je sais même plus. Donc, je sais pas si ça a eu un coup de cœur. Je sais pas. Ah, après Blog 109, ils ont fait autre chose. Je Oui, sais plus ils comment ont fait autre c'était. chose. Sinon, on peut passer à la suite ou... Ouais, je sais pas, mais on c'est- peut passer à la c'est suite. lui Non, qui mais est j'étais sur en les train boutons, de je- réfléchir en même temps. Je suis comme ça. On passe à la suite. Nous n'allons pas parler de Blake et Mortimer. Nous allons parler de Edgar P. Jacobs, le rêveur d'Apocalypse. Une bande dessinée de François Rivière au scénario, de Philippe Wurm au dessin, mais je crois qu'il est belge, donc on va dire Wurm, et aux couleurs de Ben Beka. Absolument. Et c'est notre ami Tizak qui va nous en parler. C'est chez Glénat et ça coûte 22,50 €. Je t'écoute, Ti. Donc c'est pour ma pomme puisque ça fait plus de 59 pages. On n'a pas encore parlé de pages. C'est La République, deuxième c'est vrai, édition, la tu vois, République j'ai du Crabe attendu aurait pu être du porte-à-faux du crâne. crâne. Oh, oui, non, République du Crabe, c'est une BD de Arthur de Pince. Je le pince. Rien à voir. C'est pas la République d'ailleurs, mais C'est la marche. c'est la marche. Mais ça ressemble. Bon. Voilà. Mais sinon, on va à 4 Rien à voir, mais mots c'est près pareil. sur 4, c'était pareil. Donc, Jean-Philippe à peu près, vas-y, continue. Jean-Philippe à peu près. Nous, c'est un petit peu l'histoire de Edgar P. Jacobs. On est sur du à peu près Blake et Mortimer. Bon, l'histoire de Edgar P. Jacobs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc on est sur une BD qui est sous-titrée Le rêveur d'Apocalypse. C'est donc ce fameux Edgar P. Jacobs. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quand même le papa de Blake et Mortimer. Ceux qui ne connaîtraient pas Blake et Mortimer, je ne sais pas quoi vous dire. Allez faire un tour dans votre bibliothèque municipale. Forcément, vous allez en trouver au moins un. C'est de la BD à C'est papa de même pas SF. sûr en fait. Hein. Ouais. Ah ouais, même plus sûr? Ah non, Bon, c'est dommage. fonction de la taille de la bibliothèque, non. Pas faux. Donc, Mais il y en a à la BDRI. Oui. C'est pas moi qui ai fait la pub. 2234 rue des Cordeliers. Ils ont racheté toute la rue. Putain, et c'est déjà la galère avec un seul de plus. Alors... Bon, revenons à la BD. Donc, nous sommes sur une BD biographique. On est plein de petites anecdotes, plein de petites informations. C'est très instructif, c'est très bien foutu, c'est très chronologique. Donc, on commence forcément à Bruxelles. Hein, on va pas se cacher. On va suivre Edgar Pierre Jacobs, qui fait un rêve étrange où il se voit dans les salles du musée du cinquantenaire, dans le parc de la ville. Bref, un petit rêve. On est en 1919. Et le lendemain, ce jeune homme va raconter tout ce qu'il a ressenti dans ce rêve à son ami, Jacques Van Melkebeek, excusez-moi, je ne suis pas belge. Et ils vont décider de se laisser enfermer dans le musée pour vivre un petit peu le rêve dès le jour suivant. Et donc là, ils vont avoir un moment absolument magique au milieu des antiquités égyptiennes, des choses fascinantes, etc. Assez effrayantes aussi. Et donc, ces deux amis qui sont en permanence unis, qui partagent toutes leurs moindres pensées, leurs problématiques, leurs aspirations. Ils vont faire leurs études à l'Académie royale des beaux-arts, même si Jacobs, lui, aurait préféré l'opéra. Il a un petit côté baryton qu'il aimerait développer. Mais bon, voilà, il faut bien essayer de trouver un travail autre. Et par succession de coïncidences, le futur auteur de Blake et Mortimer va se rapprocher de ce métier de dessinateur scénariste de BD en rencontrant un certain Hergé, qui lui propose d'être son collaborateur, mais ils ont un petit peu de mal à s'entendre, on va dire ça comme ça, on va rester poli. Et Jacobs n'aime pas trop la lumière, et Hergé aime peut-être beaucoup trop la lumière. Bref, ils sont un petit peu en conflit là-dessus. Bref, ça n'avance pas, ils n'arrivent pas forcément à travailler réellement de concert. Du coup, Edgar va suivre sa route de son côté. Entre chant et dessin, son cœur balance. Ses amours également sont compliqués. Il travaille beaucoup et au final, ses ambitions autour de Blake et Mortimer vont
fonctionner, et toujours en collaboration avec Van Malkebeek. Voilà pour le pitch général. Pour ce que j'en ai pensé, c'est extrêmement bien documenté. François Rivière, qui est au scénario, a fait de nombreux entretiens, et il s'est basé sur ces différents échanges pour écrire cette bande dessinée qui graphiquement reprend trait pour trait des lieux aussi bien de Blake et Mortimer que de vrais lieux de Bruxelles, et qui au niveau de la trame scénaristique est très chronologique, très simpliste, peut-être un petit peu trop. Ça manque de rupture dans le rythme, ça manque de punch, mais c'est très intéressant. Doit-on décider du temps de chronique en fonction du nombre de pages de la BD ? C'est une question qui se pose. Mais cela donnerait beaucoup plus de parole à Ti. Est-ce une bonne chose ? Je ne sais pas. Non, je déborde déjà tout suffisamment, c'est pas la peine d'en rajouter. Je suis pas certain, parce que si tu prends des mangas, à mon avis, Guillaume doit parler plus, en fait. C'est épais, un manga, quand même. Hein. C'est vrai. Ah, c'est le nombre de cases qu'il faudrait compter. C'est le nombre de cases. Alors, si on fait au nombre de mots... Ouais. Est-ce que pendant 8 pages de manga, c'est un mot ? C'est un mot, oui. Sur 8 pages, donc 8 mots. Putain, la vache, tu attaques, toi. Hein. J'avoue que Edgar P. Jacobs, je connais Blake et Mortimer, qui est une BD dont je reconnais certaines des qualités, mais avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, parce que c'est une BD qui, pour moi, sent la bande dessinée du gars qui aimerait faire des romans, mais qui est un peu frustré. Alors, il écrit du texte, et puis il montre un gars qui fait ce que dit le texte, et puis qui dit ce que dit le texte et ce qu'il fait. C'est un peu une sorte d'art de la répétition, en général, dans Blake et Mortimer. Ce qui fait que j'ai toujours eu du mal à les lire. Peut-être que j'étais trop jeune, que j'ai jamais réussi à apprécier, et j'ai jamais réussi à y revenir. Donc, je suis pas fan du genre. Mais je me suis dit, pourquoi pas l'histoire d'un auteur, dans une époque passionnante pour la bande dessinée. Sauf que c'est pas si passionnant que ça, quoi. C'est l'histoire d'un mec, oh là là, son couple, c'est pas facile, mais en fait, c'est pas très important non plus. Oh là là, c'est quand même du travail de faire de la BD. Mais en fait, oui, je savais que c'était un peu du travail de faire de la BD. Puis les trajets entre la campagne et Bruxelles, c'est pas facile. C'est pas facile. Oh là il y a là, la neige et puis il y a la pluie. Il y a des auteurs qui sont plus connus que moi et ils volent un peu le succès des autres. C'est vrai que c'est super novateur, tu vois, comme approche. En gros, en dehors des fans de Blake et Mortimer, je suis pas sûr que cette BD est un quelconque intérêt. Tu vois, on reprend le trash juste là, tu vois. Parce que Là, tu pousses un peu la bouche quand même. Il y a un très beau travail graphique de reprise du trait d'Edgar P. Jacobs, qui est une grande réussite. Aussi une réussite de éviter de raconter ce qu'on voit, etc. Donc, une sorte de modernisation de la narration, quand même. Mais ça raconte pas grand-chose de captivant, quoi. Le mec, je sais pas, il se serait opposé à Hergé, qui était un collabo plus ou moins assumé, j'en sais rien, je vais pas rentrer dans le débat. Tout ça, enfin, en fait, on va pas très loin, on va pas très profond, et c'est une sorte de survol de l'histoire d'un mec qui a une vie. C'est bien. Enfin, ça arrive à beaucoup de gens. Voilà. Quelqu'un peut-il contrebalancer cet avis qui est peu sympathique? Moi, je reviendrai sur le travail de Philippe Wurm au dessin, qui a réussi à rester très fidèle à l'œuvre originale de Blake et Mortimer. C'est vrai. En faisant énormément de clins d'œil sur les cadrages, sur les scènes, les lieux et la colorimétrie. Ok. Alors, je serai certainement pas aussi assassin que toi, puisque j'ai été agréablement surpris. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien, justement. J'ai passé un moment sympathique et intéressant. Je me suis limite pris d'affection pour lui et à ses petites tribulations. Certes, il n'a pas sauvé le monde, mais enfin voilà. Je trouvais ça sympa de voir la vie d'un auteur phare de la BD, qui voilà. Je suis pas un grand fan de Blake et Mortimer à la base. Je suis même pas sûr d'en avoir lu un entier, si tu veux. Ça devait être Le Secret des Pyramides, donc celui qui était de Squeaton, donc rien à voir, voilà. Même pas de... Voilà, mais malgré tout, je trouvais sympa et limite important de lire la biographie. T'as pas lu La Marque Jaune, mais comment tu peux ne pas avoir lu La Marque Jaune? Je sais pas, tu l'as lu toi? Oui. Bon, voilà. Et pas que la couverture. Je sais pas, après oui, j'entends qu'il a pas sauvé le monde, qu'il s'est pas opposé à Hergé, c'est une biographie, quoi, oui. Ça raconte l'histoire d'un homme. C'est le principe d'une biographie. Ouais, mais ça raconte la vie de quelqu'un.
Ouais. Simplement. C'est une biographie, ça raconte la vie de quelqu'un. Après, je peux comprendre que ça plaise pas, mais je trouvais ça quand même sympathique de voir les interactions qu'il a eues, de montrer à quel point c'était un maniaco-dépressif du détail, sur notamment les dessins architecturaux et tout ça. Et puis de savoir que Hergé était un connard aussi, c'était marrant, mais bon. Non, mais je dénigre pas la façon dont c'est fait. Hein. C'est juste que c'est juste pour mettre en avant que ça reste une BD qui est dédiée à un public vraiment particulier. C'est des gens qui vont être très curieux de cette période-là, et je trouve que c'est pas l'angle le plus intéressant pour raconter cette période de l'histoire de la BD. Voilà, après c'est mon point de vue, mais aussi des gens qui vont être fans de l'œuvre de Pete Jacobs et qui veulent la connaître. Et dans ce cas-là, cette BD va avoir de l'intérêt. Mais moi, je suis passé, mais alors, j'étais le public, tu vois, on va faire un cadre pour le public. Et ben, je suis vraiment pas dedans, quoi. Je m'échappe même pour pas rentrer. Moi, je t'avoue que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un pan que je ne connaissais pas, c'est un personnage que je connaissais pas. Je fais partie de la majorité d'entre vous, c'est-à-dire que Blake et Mortimer, j'en ai lu très très peu. Quand j'étais gosse, tu vois, c'était dans les bacs, et puis voilà quoi. De la même façon que tu prenais un Tintin ou un Yakari, tu pouvais prendre un Blake et Mortimer. C'est la BD jeunesse, hein, mais... Non, mais tu tombes dessus parce que ça faisait partie des classiques. La différence, c'est que Blake et Mortimer, ta mère, elle avait fini de faire les courses le temps que tu finisses, quoi. Municipale ou autre, quoi. Ça faisait partie des classiques. Et finalement, j'ai trouvé que le traitement de François Rivière était simple, chronologique, encore une fois. Mais on a des touches d'affection. On sent, je trouve, cette affection entre Rivière et Jacobs. Parce qu'on voit aussi dans la préface, hein, qui est aussi dit. Là, il y a Cobal sur le chat qui dit qu'il adore Jacobs, qui trouve qu'il y a un feeling très différent d'Hergé. Moi, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a un feeling très différent d'Hergé. Une narration que je trouve déjà plus mature que ce que peut proposer Hergé. Et que c'est un bouquin qu'il va offrir à son père, qui est fan de Jacobs. Et effectivement, c'est ce que je dis. Là, on est vraiment, en ce qui me concerne, tombé sur un truc, je sais même pas pourquoi... Enfin, voilà, je l'ai lu parce que j'étais curieux. Je me suis dit, c'est l'histoire d'un grand de la bande dessinée. Et ça, je le renie pas. Mais c'est pas une grande histoire. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est belge. Mais après, ça illustre parfaitement, le fait que la plupart des gens qu'on dit grand de quelque chose, à la base, ce sont juste des hommes ou des femmes, quoi. Mais voilà, mais ça reste sympa. Il y a eu un gars autour de cette table qui un jour a dit que franchement, la vie de Marie Curie, voilà, c'était pas top, c'est pas non plus foufou, quoi. Donc, je crois que c'est un mec qui est pas trop à fond sur les biographies. Tu sais, les livres qui racontent l'histoire d'une vie. Voilà. J'ai dit ça, moi. Et donc, je pense que voilà, on peut conclure sur Edgar P. Jacobs. Ouais. Je vous laisse finir. Le mot de la fin, Isaac. Pierrick, tu veux mettre un coup de cœur? Désolé. Elle était facile, celle-là. Si vous aimez notre mauvaise foi, notre humour lourd et le fait qu'on puisse tracher sur une BD comme ça, gratos, juste parce qu'on l'aime pas, on est comme ça. Voilà, on est des gens qui ont un cœur, quoi. Vous pouvez aller payer notre cœur sur tipeee.com/lavoidesbulles et là, décider de nous offrir un café ou une petite tisane pour nous remettre un peu de cette tension que vous sentez en nous, de cette violence qu'on ne sait que manifester. Ou un billet en jet privé, ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. En char à voile. En char à voile, voilà. Ça marche sur l'eau, ça? C'est une solution. Sinon, cliquez sur les vignettes des bandes dessinées. Ça vous emmènera vers Bubble, qui vous permet d'acheter des bandes dessinées chez eux, ce qui est bien, mais chez votre libraire local, ce qui est mieux. Et puis sinon, parlez de nous. Et franchement, ça nous fera toujours plaisir. On en profite pour remercier tous les gens qui nous soutiennent sur Tipeee et dont le nom va s'afficher très vite sur mon écran, qui sont donc Chevonne, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal, Boob et l'archiviste. Vraiment un grand merci à vous. Vous nous soutenez énormément, vous nous permettez d'avoir de la bière de qualité et vous nous permettez... Voilà. Cette blague est affligeante. Voilà. Regardez, on a même des verres qui sont magnifiques. Je veux dire, des verres en plastique. Bien pourris. Vous savez, c'est comme le Tefal, il y a un moment donné où c'est cancérigène. Vous pouvez nous offrir des verres de qualité. Je pense que c'est ça. Payez-nous un verre, au sens propre du terme. Ça sera déjà pas mal. Quoi qu'il en soit, on continuera à faire cette émission, même si vous ne donnez pas de sous, parce qu'on aime ce qu'on fait, même si on ne vous aime pas, parce que vous êtes radin. Voilà, c'est comme ça. Non, Cobal est gentil. C'est vrai, on l'aime bien. Oh mon Dieu, c'est à moi. Nous allons parler de Et pour le pire, le tome 28 de Jérôme Bloch, une bande dessinée de Alain Daudier, colorisée par Cerise, qui est chez Dupuis pour 13,95 €. Jérôme Bloch, c'est un détective de quartier.
mais vraiment de quartier. Hein. Il est passionné, il est attachant de maladresse. Il a une relation tranquille avec Babette, sa copine, qui traîne un peu depuis pas mal de tomes, on va dire. Et là, il se retrouve, alors qu'il tente de passer son permis, à aider une jeune mariée qui a l'air de vouloir se suicider. Enfin, en tout cas, elle est en robe de mariée. Et il tombe un peu sous l'affection de cette envahisseuse qui tente à tout prix de faire de Jérôme son amant. Voilà, elle a décidé, mais en fait, on est fait pour être ensemble, tu m'aimes, on va être ensemble. Et elle est prête pour ça à briser le couple de Jérôme, sa réputation, pourrir toutes ses relations en utilisant les comment dire, les stratagèmes les plus malsains. Je ne vais pas revenir sur la ligne claire de Daudier, qui est une ligne claire très propre. Je ne vais pas revenir sur son talent de mise en scène. Il a une façon de raconter, de traiter son gaufrier qui sait rester parfois classique, mais qui sait sortir un petit peu de temps en temps. Plus sur les cadrages, je dirais, que sur le gaufrier, mais enfin, voilà, quelque chose de très efficace. Voilà, moi j'adore son travail, sa façon de raconter des choses. Ça, c'est acquis depuis de nombreux tomes. Mais il faut avouer que bon, les enquêtes sont plutôt sympathiques dans la série, mais ça ronronnait un petit peu trop ces derniers temps, ça manquait un peu de souffle. On s'éloignait du héros, on s'intéressait plus aux personnages 28 tomes, secondaires, sur son entourage, le personnage qui allait être le personnage bizarre qu'il va rencontrer, qui fera l'histoire. Voilà, donc les enquêtes étaient bien, mais ça manquait de cœur. Voilà. Là, on y revient au cœur du personnage, on se concentre sur sa relation de couple quelque part. C'est une sorte d'allégorie, une allégorie qui est peut-être ce permis de conduire, une étape que le héros semble ne pas vouloir franchir. C'est définitivement le fil rouge. Hein. Voilà. Et puis on n'oublie pas non plus l'action, il y a du rebondissement, du suspense dans sa narration, quelque chose qui en jette. L'enquête n'est pas très originale, d'ailleurs il n'y a même pas vraiment d'enquête dans ce tome-là, entre guillemets. On ne peut pas tout avoir non plus, une réussite... au niveau des personnages, qui j'espère restera pas isolé dans la suite, qui annoncera de nouveaux tomes, qui seront faire la part belle à ces personnages principaux auxquels on est attaché, et peut-être nous mener vers de nouvelles aventures qu'on pourrait presque entrevoir. Jérôme Bloch va-t-il grandir, va-t-il vieillir, le personnage va-t-il évoluer? Je ne peux que le souhaiter, surtout si c'est mêlé au talent de narration de Daudier, qui voilà... ça faisait un moment que ça ronronnait, que j'étais un petit peu déçu, et j'ai repris un très très grand plaisir avec ce tome de Jérôme Bloch. Les amis, qui veut ajouter quelque chose? Je te dirais, je fais suite à ce que tu disais, ça manque d'enquête. Ça reste quand même une BD qu'on a envie de lire pour une enquête, et là elle est vraiment trop succincte. Jérôme K, il passe sa vie à moitié ensuqué, drogué, dormir sur le canapé ou sur le lit. Donc c'est fort dans la narration, c'est très fort dans la narration. Et une fois qu'on a fini la BD, bon bah il s'est pas passé un truc de foufou non plus quoi. C'était sympa, hein, c'est une parenthèse dans l'univers de Jérôme K, Jérôme Bloch. Ça ne se conclut pas pour autant sur un changement radical, sur une évolution particulière. J'aurais aimé que ce soit un élément déclencheur de quelque chose, et pas que ce soit un événement isolé. Ça serait spoiler la fin, mais il se passe quand même quelque chose qui fait bien évoluer le personnage quand même. Un peu, quoi. Disons que ça fait évoluer un truc qui traînait depuis, on va dire 25 tomes. Voilà, mais c'est un détail, je sais, c'est le genre de choses qui... Non, mais c'est pas une évolution majeure. C'est pas une évolution majeure, ce que je veux dire. Tu vois, c'est pas un élément déclencheur de quelque chose. Pour ce personnage-là, oui, parce que ça annonce d'autres choses. J'ai l'impression que c'est un peu son permis de conduire, comme tu disais, où c'est le running gag qui se poursuit, qui est jamais réussi pour une raison X ou Y à chaque fois. Ouais, non, je trouve vraiment... Azertov dit que pour lui, il y a vraiment des grosses évolutions qui auront des répercussions sur les tomes suivantes. Ça, je ne sais pas, parce que c'est un peu ma crainte, c'est que Daudier traite ce rebondissement scénaristique, entre guillemets, qui n'est pas un rebondissement scénaristique au niveau de l'intrigue principale, mais qui est un rebondissement dans la série, on va dire. Il le traite de façon assez légère, et j'ai peur, effectivement, qu'il n'y ait pas trop de conséquences dans les prochains tomes, qui prennent son temps, comme il l'a fait jusqu'ici. Maintenant, si effectivement c'est plus mis en valeur, oui, ça sera une bonne chose.
Si ça leur permet de partir en voyage et de faire une enquête à l'étranger. Pourquoi pas? On partira à Berck-Plage. Oh là là, voir Jérôme Bloch ailleurs que dans son quartier à l'étranger, ce serait déjà assez énorme. Ça serait déjà assez énorme. Donc c'était Jérôme Bloch. Et pour le pire, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, je propose qu'on passe à la bande dessinée suivante. C'est d'Alain Daudier au dessin et au scénario, de Cerise aux couleurs, et c'est chez Dupuis pour 13,95 €. Stern, l'Ouest, le vrai, le tome 3 de cette bande dessinée qui est scénarisé par Frédéric Maffre, dessiné par Julien Maffre et colorisé par Laure Durandel. C'est chez Dargaud pour 14,99 €, soyons précis. Donc je vais commencer tout de suite par le pitch de l'histoire. Donc Stern est un croque-mort qui a été embauché dans une ville et donc il enterre des Maccabées. Parfait. Ça y est, c'est bon, c'est posé. Non, je préfère quand même, voilà, soit clair. Époque western. Donc on est en 1882, on est dans la petite ville de Morrison, il y a de la neige, c'est l'hiver. Ça commence à être un peu compliqué, ils n'ont plus beaucoup de thunes dans la petite ville. Et ils sont en train de négocier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprolonge le contrat du croque-mort ou est-ce qu'on achète du bois de chauffage pour l'école? Bon, ce serait bien qu'il se passe quelque chose en tout cas pour eux, parce que là, Stern se dit, bon, bah, ça va être compliqué, s'ils veulent plus me payer, je vais aller enterrer des cadavres ailleurs. Mais il va se passer quelque chose dans la petite ville de Morrison, c'est que une célébrité, une légende de l'Ouest, a été convié, donc c'est Colorado Cobb, qui a été convié d'ailleurs pour un livre qui a presque une titre de bande dessinée, c'est Guns and Women. Women, c'est bon? J'avais... Women, s'il y en a plusieurs. Women, s'il y en a qu'une. Ouais, j'ai bien, c'est bon. Ça faisait Lady with Gun, ça faisait pareil presque. Ouais, il y avait un petit truc. Et là, ça va partir vraiment dans le vrai Far West, quoi, l'Ouest, pur et dur. Et du coup, moi, j'étais un peu mitigé sur cette bande dessinée, parce que même si le titre, finalement, aurait peut-être dû me mettre un peu la puce à l'oreille, je me suis dit, au départ, on va vraiment se retrouver à Noël et on va se faire la dinde, quoi. Voilà. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de l'institutrice, hein, je parle juste de... Il n'y a pas eu de marron, mais plutôt des prénoms. Du repas avec plein de bons sentiments, de Stern qui commence à nous raconter sa life, alors que d'habitude, il ne raconte rien. Mais sauf non. D'un coup, là, tiens, blonf. Vous avez vu, c'était... Tu fais vachement bien le blonf. Ouais, t'as vu, j'ai piqué les tiens, en fait, de ce que tu nous faisais en jeu de rôle qui était pourri. Et là, ça devient directement... C'est attaque gratuite. Comme un pélican. C'est exactement ça. Mais c'était prévu, c'est écrit. Hein. J'ai écrit mes blagues à l'avance. Et là, c'est règlement de compte à OK Corral. Clairement, putain, ça commence à flinguer à tout va. Ça part dans tous les sens. Rebondissement, poursuite, les balles doum dans les fesses. Voilà. Oh les gars, c'est un Stern. J'ai pas été habitué à ça, quoi. Moi, ok, il y avait eu un peu de fight dans le tome 2. Non, mais il y a des plofs après les plonks. Il y a des plofs aussi, c'est vrai. Mais finalement, dans cet Ouest le vrai, moi j'ai été un peu déboussolé au début, mais finalement, voilà, très surpris, mais agréablement surpris par ce Stern. Vraiment efficace et vraiment très plaisant. Donc une bonne série, un dessin qui est toujours aussi agréable, une belle colorisation, une série à continuer, je dirais. Votre avis à vous, maintenant que vous avez bien fini de dire des blagues. Un Stern dynamique, un Stern qui dynamite. On était habitué à avoir un Stern un peu philosophique, un petit peu... Là, on est sur de la BD de western qui dépote sa mémé, quoi. Et donc je ne sais pas si c'est pour raccrocher un public plus large, si c'était un souhait de l'auteur, si c'est pour montrer un virage ou pour ne pas oublier qu'on est dans l'Ouest le vrai. Toujours est-il que ça a été un moment très plaisant. Ça a fonctionné de bout en bout. Et ça a permis d'avoir autre chose que des espèces de cartes postales et du statique. Là, il y a eu de l'action, quoi. Ben, ça fait du bien. Voilà. Il y en avait quand même dans le tome précédent, de l'action. Oui, non, mais là, il y a beaucoup. Oui, mais c'était une bagarre. Oui, non, mais s'il était enchaîné, c'était voilà. Mais disons que là, après, ce qui est rigolo, c'est qu'il reste un peu le spectateur
Tu vois ce que je veux dire il y a de la baston, lui il reste dans son coin. Non mais oui, tirez-vous dessus, mais sans moi s'il vous plaît. Ce qui n'empêche pas la qualité du titre. Hein. Et là où c'est intéressant, c'est alors que c'est clairement pas un personnage qui est fait pour l'action, qui va tirer et qui va se défendre. Hein. Il y a des croque-morts de western qui sont beaucoup plus violents que lui. Voilà, récemment. Oh, il maîtrise le sujet aussi, hein, l'air de rien. Undertaker. Oui, lui, Stern. Ouais, oui, non, mais lui, il est quand même plus... Ah, c'est un tranquille, mais... il a une pelle, quoi. C'est-à-dire que j'irais pas le chercher pour autant, quoi. Bah oui, non, mais parce qu'on est gentil, on n'irait pas chercher les gens pour autant. Voilà, comme ça, tu vois. Mais non, c'est juste parce que je suis pas sûr que je m'en sortirai, quoi. Mais clairement, oui, il reste un peu... Il interagit quand même. Il a quand même des actions qui servent. Alors qu'on aurait pu craindre que pour ce genre d'histoire-là, vu comment est décrit le personnage, il soit juste dans l'ombre et qu'il voit les choses se passer. Là, c'est le cas, mais ses interactions avec les personnages, plus que ses actions quand il se défend, qu'il tire ou quoi que ce soit, vont avoir une influence sur le dénouement et c'est plutôt bien amené. Parce que moi, c'est un personnage, Stern, que je trouve super attachant dans du western, parce que c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude. On est tellement loin de tous les clichés qu'on a dans le western, et ça fait du bien. Oui, bref, une série qui se poursuit bien. Oui, tout à fait. On arrive à la question du coup de cœur. Mais j'ai peur qu'on en ait déjà mis un à chaque tome, non ? Moi, il n'y a pas une raison spécifique à mettre un coup de cœur sur celui-ci. Tu vois, ça reste une très bonne série. Oui. Il n'y a pas une raison spécifique à mettre un coup de cœur tout de suite. Peut-être que si un jour on finit un arc ou je ne sais quoi, on pourra peut-être se faire de toute façon, on finira pas d'arc. C'est des one-shots. Ils fonctionnent tous en one-shot, donc il n'y aura pas d'arc. Hein. Ouais, bah justement, donc il n'aura peut-être pas de coup de cœur. Je crois qu'il y en a déjà eu un. Non, mais ce qui est cool, c'est que c'est même tu en ce troisième tome, ça se renouvelle, quoi. Oui. Il te faut autre chose que ce que tu avais avant. Bon, allez, on va dire que si le prochain tome, il est au moins aussi bien, il aura droit à un coup de cœur. Note-le, parce que sinon on va dire la même chose. Voilà, oui, on va se répéter. Voilà. On espère que les gens qui sont dans le live du chat nous écouteront dans la prochaine émission où on parlera de Stern. Tome 4 en tout sorti cas, voilà, ou pas c'est très très bon. Voilà, on est à la bourre, hein, ça craint. J'ai rattrapé mon retard déjà. Oui, c'est pas mal. Donc Stern, tome 3, par Frédéric Maffre, Julien Maffre et Laurent Durandal chez Dargaud pour 14,99 €. Un œil sur The Orville. The Orville, une série télé que j'ai découverte incidemment. Série télé américaine créée par Seth MacFarlane, qui, en plus d'être le réalisateur, est également le rôle-titre. C'est pas le mec d'American Dad Si, absolument. C'est ça. Je vais y venir. Tu évites de me couper dans ma chronique parce que sinon je vais déborder. Mais j'avais un doute. Donc c'est un classique, ça. Je sais bien. Donc il joue en plus dans la série, c'est le rôle-titre, le rôle du capitaine du vaisseau, et donc il est connu pour avoir participé à Ted, à Hellboy 2, à Albert à l'Ouest, ou dans American Dad ou Les Griffins. Ah oui, non, mais des trucs encore mieux que... Oui, donc voilà, il y a plein de choses. La série est sortie en 2017 avec 12 épisodes, puis ensuite ils ont fait une saison 2 à cheval sur 2018-2019 avec 14 épisodes, et il y a eu un petit trou. On est revenu en 2022 pour la 3e saison qui change un petit peu. Il y a une petite rupture au niveau de la saison 3 avec 10 épisodes. Mais attention, 10 épisodes qui font minimum 1 heure. On monte à 1h20 même sur certains épisodes. Ah oui, c'est donc un téléfilm, c'est du téléfilm, quoi. Actuellement, on peut la trouver sur Disney+, mais uniquement saison 1 et saison 2. La saison 3, pour l'instant, n'est pas encore disponible en France. Ça arrivera incessamment sous peu, mais encore sous une autre forme. Le pitch. On est donc sur une comédie dramatique de science-fiction qui se déroule dans le futur et qui rappelle très, très fortement Star Trek. La Terre fait partie d'une grande collectivité de planètes, de civilisations qui cohabitent dans l'univers de manière pacifique, sans argent, etc. C'est des communistes ? Non, c'est du plagiat de Star Trek. C'est du Star Trek. Parce que comme ils étaient pleins, ils n'avaient pas d'argent, ils ont des trucs à manger. L'histoire se déroule autour donc dans le vaisseau d'exploration de classe, de truc de taille moyenne, qui s'appelle donc l'USS Orville, en petit hommage à l'un des deux frères Wright, Orville Wright. Et on va donc suivre la vie du capitaine, de son second, qui est donc son ex-femme, et du reste de l'équipage, qui est très mixte au niveau des différentes races qui interviennent, avec également un robot. On est au 25e siècle, la Terre fait donc partie de cette union planétaire et compte des milliers de vaisseaux, parmi eux l'Orville, qui a donc la même mission que l'Enterprise, hein. Explorer l'univers, cartographier ce qu'on ne connaît pas, découvrir de nouvelles peuplades,
qui ont franchi déjà le cap de l'exploration intergalactique. Pour les autres, on essaye de ne pas intervenir et interférer dans leur développement. Et donc, on va suivre les pérégrinations de toute cette joyeuse petite bande, et donc notamment le capitaine Mercer, sa femme qui est son ex-femme, qui est jouée par Adrienne Palicki, qu'on a eu la chance, l'honneur, le privilège de voir dans G.I. Joe et John Wick. On n'est pas tout à fait sur le même registre que cette meuf McFarlane. du gars de Supernatural. Ça, je vous laisse avec Supernatural, mais je ne crois pas. Sauf que bon, ils sont séparés, ils voulaient pas la revoir. Elle s'est débrouillée pour obtenir le poste en demandant une faveur, machin, etc. Et donc, voilà, on suit aussi ça. Bref, on est vraiment sur des bases de Star Trek. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe ? Donc au départ, The Orville a été demandé par la Fox et vendu comme étant un pastiche de Star Trek humoristique. Donc il fallait absolument qu'on ait des combinaisons colorées, les petits badges magiques, sauf que c'était beaucoup plus cheapos et il y avait beaucoup plus de gags. Et donc la saison 1 commence de façon assez potache. Et puis assez rapidement, The Orville devient bien plus que ça. On dépasse les petites blagues de départ et avec une équipe de créatifs, de créateurs et de vétérans de la SF et notamment des anciens Star Trek. Enfin, pas les anciens tout premiers avec James T. Kirk, mais dans les suivants. On se retrouve avec donc de vrais scénarios, de vraies trames de fond et de vraies problématiques qui sont posées. On va sur des sujets de société et c'est traité, à mon sens, de manière assez intelligente. On va des mères célibataires en passant par jusqu'aux origines de la création d'une religion et en passant par les problématiques sur l'adoption, le changement de sexe. Bref, rien n'est tabou. Au fil des épisodes de la première puis de la deuxième saison, on a de moins en moins de gags, on perd en gags et ça gagne en complexité d'écriture et en profondeur également entre les personnages. Les effets spéciaux progressent aussi, les décors progressent aussi. Au départ, on part vraiment avec du carton-pâte uniforme peint tout en gris, uniforme tout partout. Et vieux Star Trek, on voit qu'il bouge quand le vaisseau franchement, s'il s'appuie sur la paroi, t'as peur qu'il passe à travers le polystyrène. Et assez rapidement, ça gagne vraiment en qualité. Les batailles spatiales également font leur apparition. La musique devient bien plus présente et de bien meilleure qualité. Bref, si on compare ça aux derniers Star Trek, qui sont très orientés action-aventure, The Orville est finalement plus proche des origines du Star Trek, avec cette fameuse recherche d'autres cultures, d'autres civilisations, et pacifier tout ça et créer des relations diplomatiques. L'arrivée de Disney dans le game entre la saison 2 et la saison 3 a grandement changé les choses, puisqu'on a un plus gros budget, que ce soit pour le visuel ou pour le son. Et pour autant, Seth MacFarlane a gardé une liberté totale, d'où les longueurs d'épisodes bien plus grandes. Cette troisième saison, justement intitulée New Horizons, s'ouvre sur plus de sérieux et pourrait être en même temps une jolie fin. Je le dis bien, paraît-il, parce que je n'ai pas encore vu la fin. Mais bon, j'espère qu'il y aura une suite à cette série qui, au fil du temps, grandit, grossit, et devient de plus en plus intéressante. Très honnêtement, je me suis accroché au début parce que c'était très potache. Et je suis bien content de m'être accroché dessus, de m'être accroché parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Vous pouvez retrouver un super article sur Numérama à ce sujet, bien plus fouillé et documenté que le mien. Je me suis un petit peu appuyé dessus. Bref, à vos télécommandes. La saison 3 devrait arriver en France par l'intermédiaire de Warner TV ou de la SVOD, mais c'est pas encore fait. Bref, comme les droits appartiennent à Disney, j'ose espérer que Disney Plus en profitera tôt ou tard pour diffuser cette saison 3. Comme quoi, les meilleures séries Star Trek, c'est des séries qui sont pas Star Trek. Je pense à comment dire, Babylon 5, The Orville. Non ? Oula, on a un fan de Star Trek qui me regarde méchamment. Et Next Generation, c'était la merde cette pièce aussi ? Je sais pas, je les ai pas regardés. Non, c'est les films, les derniers films. Alors qui sont, ça, c'est nul, parce que déjà, tu parles, tu sais même pas de quoi tu parles, C'est et vrai. en plus, tu dis des conneries énormes. Et puis Lower Decks, c'est vachement bien. Donc, voilà, en fait, tu étais chez toi, mais tu sors. Voilà. Mathieu, t'appuieras sur les boutons ? Ouais, c'est bon, c'est facile. Et puis il y a plein de gens qui disent que je dois pas parler de Star Trek mal, donc d'accord, j'arrête. Je me calme. On a
toi, tu Toku, mais alors il est même... Totalement. il est plus Moi, je n'ai Sa ne main fais, gauche vient de lui mettre une claque. je ne fais aucune discrimination. Je coupe tout le monde. Je veux dire, à un moment donné, arrêtez de dire que voilà, je peux couper la parole parce que tu crois c'est du male gaze, que je suis méchant avec les femmes, que j'empêche de parler. Non, je coupe la parole à tout le monde, même à moi. Bon, je Voilà. tiens à préciser quand même que sur le chat, on a Randall qui nous précise que la saison 3 est très cool. Ça fonctionne très bien. On a aussi une blague de Randall sur le fait d'être à la campagne, c'est-à-dire hors ville. Je n'en parlerai pas. Bref, il va quand même dans le sens de la chronique, à savoir que c'est une série qui vaut le coup. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là sur une bonne série qui m'a bien donné envie de voir, j'avoue. Ah non, franchement, c'est top. Voilà, mais il faudrait que je voie, hein, parce que Next Generation, en fait, le problème, c'est que j'ai peur que c'est tellement vieilli que j'ai du mal vraiment, en fait. Generation ? Ouais, Generation. Mais non, mais D'accord. je peux pas faire des efforts tout le temps. Il faut que je prépare mes accents. Là, j'ai pas pu le préparer. Ok. Voilà. Je suis curieux. Non, je t'avoue, la hein. seule qui a vraiment pris un méchant coup de vieux, c'est la toute première. Ouais, Ouais, c'est là. Next Generation, ça a vieilli, mais ça passe encore. d'accord. Voyageur était pas mal. Après, Ouais. Non, mais Parfois, globalement, c'est pas c'était tout forcément bien. les Mais... décors, c'est un peu les sujet. maquillages sur les personnages qui picotent aux yeux, quoi. Alors que là, pour le coup, dans The Orville, ça passe, tu vois. Ouais. Par contre, pourquoi il y a un décalage entre 2017 et 2020 Alors, parce que justement, apparemment, ça appartenait à la Fox et il y a eu des rachats par Disney. Donc Disney a racheté la Fox. ça a traîné au milieu. Ça a Il y a traîné. plein de projets qui se sont mis en stand-by et je pense qu'au milieu, l'incertitude Covid a dû ralentir encore un peu les choses. Ok. Merci. Bon, mais merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous voulez avoir des nouvelles, à aller sur lavoidesbulles.fr, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook. Je suis personnellement sur Twitter, mais je parle surtout de ce qu'on fait à La Voix des Bulles. Je sais pas, vous êtes sur Twitter, vous, les gens? Non? Même pas? Non. Non. Ouais, franchement. L'oiseau, je crois que je l'ai bouffé. Ouais, Yatio qui est sur Insta. Ouais. Ouais. C'est quoi ton compte? La galerie de Mathieu. La galerie de Mathieu. Allez suivre, parce qu'il dessine aussi. Et franchement, dessine bien. il progresse grandement. Il fait comme C'est certains vachement bien. dessinateurs, c'est à force de dessiner, il dessine bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme il a beaucoup de réunions dans son travail, il s'améliore vraiment de jour en jour. Bon, parce qu'il y a plein de réunions passionnantes. Voilà, c'est ça. Bon, merci de nous avoir écoutés. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Si vous êtes en live, on arrive très vite pour une dernière émission. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans le monde de la bande dessinée. T'as vu comme voilà. C'était pas mal, non? Ouais, Les- journal de bord du Pour commandant. ta reconversion, Non, mais en tu fait, peux on va rayer faire ton éducation bruitage. Star Trek quand même. Journal C'est de pas bord du possible. capitaine. Coucou les gens, je vous dis au revoir et à bientôt. En l'an de grâce 2037. Coucou les gens. Vas-y, William. Ciao, à plaisir. bientôt. Bye bye.